de l'éducation de l'Université de Bretagne Occidale à Brest. Il a été professeur des écoles bilingues breton-français durant 15 ans et aussi formateur d'enseignants. Ses recherches portent sur la didactique et la sociolinguistique des langues en situation minoritaire et particulièrement du breton. Donc, on vous souhaite la bienvenue et sans plus tarder, je lui cède la parole. Merci beaucoup. Juste, je ne sais pas si la qualité de... Ouais. Parce que... il me semble que moi, sur mon... Non. C'est mieux. Ah, c'est Eh bien, merci beaucoup. Merci au CRDE, à l'Université de Bretagne de m'accueillir. Vous verrez par la suite de la présentation pourquoi c'est particulièrement nouveau pour moi. Moi, je vais vous parler du contexte breton, de l'enseignement bilingue en Bretagne. Je vais commencer quand même par une contextualisation, parce que je pense que vu d'ici, ça peut être intéressant de voir plus précisément ce qui se passe dans le contexte breton. Et après, je vous parlerai plus précisément de l'appropriation sociolinguistique, ce que j'appelle l'appropriation sociolinguistique, et d'un modèle que j'ai développé à ce propos. Alors, pour prendre très large, le breton, si je change ici, ça ne va pas bien se passer, c'est ici. Le breton, c'est une langue celtique, comme le gaélique, comme l'irlandais, comme le gallois. C'est une langue de la branche des langues brittoniques. Les langues brittoniques, il y a 3 langues gaéliques, le gaélique d'Écosse, le gaélique de l'île de Man et le gaélique d'Irlande. Il y a 3 langues brittoniques parmi les langues celtiques. Il y a le gallois, le cornique et le breton. Donc le breton, c'est la langue la plus proche parlée actuellement, la langue la plus proche pour le breton, c'est le gallois. Donc on est sur une langue qui est très très différente du français. Il n'y a pas d'intercompréhension entre ces 2 langues. On est sur une différence qui est plus grande encore que celle qu'il y a entre l'anglais et le français, par exemple. Donc elle est parlée en Bretagne qui s'appelait historiquement l'Armorique, et sous la pression des Angles et des Saxons, vers le 5e, 6e siècle, les Bretons ont quitté l'île de Bretagne pour s'installer en masse en Armorique, qui est devenue la Bretagne. Ils ont apporté avec eux leur langue. Et c'est cette langue-là, en gros, on peut dire que c'est la langue de Merlin l'Enchanteur et du roi Arthur, si vous voulez. C'est cette langue-là qui a évolué à travers les siècles pour devenir ce qu'est le breton aujourd'hui. La Bretagne est restée indépendante jusqu'en 1532, date à laquelle elle a été rattachée au Royaume de France. Même si ça n'a pas eu d'influence linguistique dans un premier temps, comme je vais vous le montrer maintenant. On distingue en Bretagne... On distingue en Bretagne 2 parties. Il y a la Haute-Bretagne à l'est et la Basse-Bretagne à l'ouest. Historiquement, le breton était parlé jusqu'à une ligne entre Rennes et Nantes, ici. C'est la limite au IXe siècle. Et petit à petit, sous la pression des langues romanes, la frontière linguistique s'est éloignée vers l'ouest. Et pour s'arrêter au début du XXe siècle, sur une ligne à peu près au milieu de la région. Et donc ici, on parle historiquement le breton. Et dans la partie est, on parle historiquement le gallo, qui est une langue romane, avec quelques contacts entre ces 2 langues. Si dans un premier temps de la Révolution française, les textes principaux étaient édités dans les différentes langues de France, on a la Déclaration des droits de l'homme, par exemple, qui était traduite en breton, en corse, en basque, en occitan, et j'en passe. Dans un deuxième temps, au moment de la Terreur, il y a l'idéologie monolingue qui se met en place au niveau de l'État français. C'est peut-être des textes que vous avez déjà lus, mais par exemple, il y a un texte du député Barrère devant le Comité de salut public en 1794 qui dit « Le fédéralisme et la superstition parlent bas breton », pour entendre breton. L'émigration et la haine de la République parlent allemand, il faut entendre alsacien ici. La contre-révolution parle italien, il s'agit du corse. Et le fanatisme parle le basque. Cassons ces instruments de dommage et d'erreur. Donc, on voit dans un premier temps la promotion du plurilinguisme, ou plutôt l'adaptation au plurilinguisme, qui est la situation linguistique de la France, qui était un pays plurilingue. Le français était à cette époque-là une langue minoritaire, parlée en Île-de-France. Mais on voit là la naissance d'une idéologie monolingue qui s'installe petit à petit.
Ça, c'est en 1831, et c'est le préfet des Côtes d'Armor, du Côte du Nord à l'époque, un des départements bretons, qui écrit au ministre de l'Instruction publique, ministre de l'Éducation nationale, et il dit il faut par tous les moyens possibles favoriser l'appauvrissement, la corruption du breton, jusqu'au point où d'une commune à l'autre, on ne puisse pas s'entendre. Car alors la nécessité de communication obligera le paysan d'apprendre le français. Il faut absolument détruire le langage breton. Donc on est sur des éléments qui sont assez explicites. Alors, dans les faits, c'était surtout du discours. Au début de la République française, ces éléments tiennent surtout du discours. Il y a très peu d'effets. En fait, on traverse tout le 19e siècle. Les gens continuent à parler breton en zone brittophone. Et il n'y avait vraiment pas de changement. Il faut attendre la guerre de 70 avec la défaite de la France face à l'Allemagne, puis les lois Ferry, pour qu'il y ait vraiment une volonté de faire disparaître les langues autres que le français en France. On a les lois Ferry, donc l'école devient gratuite, obligatoire et laïque, et monolingue, avec l'article 14 du règlement scolaire des écoles du 6 juin 1881, qui dit qu'à l'école, le français sera seul en usage. C'est les hussards noirs de la République, c'est le nom qu'on donne aux enseignants du premier degré qui avaient leur blouse noire et qui étaient considérés comme étant les soldats de la République et qui, comme des hussards, et qui venaient implanter le français partout. Le symbole, je vous ai mis entre parenthèses, le symbole, c'est sans doute la méthode pédagogique la plus efficace qu'il n'y ait jamais eu. C'est que le premier enfant qui était pris à parler breton à l'école, on lui accrochait un sabot autour du cou. Et pour se débarrasser de ce sabot, il fallait qu'il dénonce un autre camarade qui parlait breton. Et donc, vous imaginez un peu l'effet. Donc, quelque chose qui est basé sur de la délation. C'est une méthode la plus efficace, mais je ne pense pas qu'il faille la réutiliser aujourd'hui. Et le dernier qui avait le sabot en fin de journée devait nettoyer la classe, nettoyer les toilettes, et j'en passe. Donc, basé sur l'humiliation. La guerre 14-18 également, avec les hommes qui quittent la Basse-Bretagne parlant que breton et qui se retrouvent confrontés à la guerre aux Français. Et s'ils ne comprenaient pas le français, on les envoyait comme la chair à canon en première ligne. Donc, ils sont revenus en se disant que c'était une bonne idée d'apprendre le français. Et également, à ce moment-là, le développement des transports, notamment les transports ferroviaires et la mobilité, qui ont fait qu'il y a eu plus de mélange de population qu'il n'y avait avant. Donc, tous ces éléments-là ont fait que le français s'est imposé petit à petit face au breton. On estime qu'à la fin du XXe siècle, la courbe pourrait faire ça, il y avait en gros toute la population de Basse-Bretagne est brittophone au début du XXe siècle. On arrive en 1950, les 2 tiers de la population sont bilingues. Donc on arrive à une société bilingue, mais de fait, c'est un bilinguisme soustractif. Une langue est en train de remplacer une autre. Et donc le monolinguisme français monte en flèche, et on estime aujourd'hui qu'il y a en Basse-Bretagne 12% de la population, des personnes qui parlent breton. C'est, vous verrez par la suite, très majoritairement des personnes âgées, c'est des personnes qui ont au-delà de 75 ans. Avec un petit élément intéressant quand même, c'est qu'il y a eu 2 sondages, il y en a un en 2007 et en 2018, qui ont indiqué le même pourcentage de locuteurs du breton. Or, c'est pas possible. C'est que la démographie faisant, il ne peut pas y avoir autant de locuteurs du breton en 2007 qu'en 2018 parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui l'apprennent et il y a trop de personnes qui l'essaient. Et en fait, ce qui change, ce n'est pas tant le nombre de locuteurs, c'est les gens qui se déclarent locuteurs. Avec un changement d'image qui a lieu dans la première partie du XXIe siècle jusqu'à aujourd'hui, avec une image de la langue qui devient de plus en plus un élément positif, qui fait que des personnes ne se seraient pas déclarées locuteurs en 2007, se sont déclarées en 2018. C'est la seule explication qu'on ait. On ne verra pas comment ça pourrait être autre chose. Donc on est sur une société qui est monolingue. La société en Basse-Bretagne est aujourd'hui monolingue française. On s'entend d'un monolinguisme à un autre. À partir des années 70, il y a l'émergence d'une demande sociale, une demande populaire pour un enseignement en breton. Avec en 1977 les premières écoles d'Iwan, la première école d'Iwan qui est créée. Les écoles d'Iwan, ce sont des écoles associatives qui ont été créées hors la loi et qui se sont imposées, qui existent toujours aujourd'hui, bien des années plus tard, qui se sont structurées, qui accueillent aujourd'hui peut-être 8000 élèves, quelque chose comme ça. Donc là, ce sont des écoles immersives. Alors, c'est étonnant, c'est que pour nous, les écoles immersives, c'est des écoles qui sont que en breton. Ici, les écoles immersives, c'est des écoles qui sont dans des écoles anglophones. Alors, c'est étonnant la signification que peuvent prendre les mots. Donc, ce sont des écoles que en breton, où l'introduction du français se fait à partir du CE1, c'est-à-dire que ça serait la 2e année ici, je pense, où il y a un enseignement de français qui est introduit, mais sinon tout le reste est en breton.
Ensuite, quelques années plus tard, il y a l'enseignement dans les filières bilingues de l'enseignement public. Moi, c'est dans ces filières-là que j'ai travaillé, où théoriquement, il y a 50% d'enseignement qui est en breton, 50% qui est en français. Dans les faits, il y a ce qu'on fait pour que ça marche. C'est 75% de breton et 25% de français, parce que sinon, ils ne parleront jamais breton. On est dans une situation tellement dominante de la langue française. Donc, c'est les filières qui laissent plus de place aux Français par rapport aux filières d'Irlande. Et enfin, les filières bilingues dans l'enseignement catholique. Historiquement, il y a une place assez forte de l'enseignement catholique en Bretagne. Il y a 40% des élèves qui sont scolarisés dans l'enseignement catholique. Sans forcément que ça ait une valeur religieuse, mais c'est plutôt une tradition familiale. Donc voilà, c'est la courbe de 2018, les locuteurs, ou le pourcentage de locuteurs du breton. Alors je ne sais plus également, l'échelle, je ne sais plus exactement à quoi elle correspond, mais ce qu'on voit, c'est que la grande majorité des locuteurs sont 70 ans et plus, en 2018, donc aujourd'hui on peut rajouter quelques années, et qu'on a un trou chez les 25-39 ans, et ça commence à remonter chez les 15-24 ans, et je pense que si on avait regardé du côté des en dessous de 15 ans, on aurait eu une courbe un peu plus haute, parce que c'est l'effet de la scolarisation. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un désir de langue bretonne qui émergeait depuis le début du XXe siècle. Et on arrive à un point où il y a des zones, comme en Cornouailles, par exemple, de là où je viens, il y a presque 40% des gens qui se disent prêts à mettre leurs enfants en filière bilingue. Or, dans les faits, on n'est pas à 40%. C'est qu'on a une marge de progression. Et même dans des endroits en Haute-Bretagne, ici, on a un 45% dans une zone qui n'est pas historiquement britophone. Donc, quelque part, le breton est aussi en train de devenir un élément identitaire de la Bretagne dans son ensemble, là où elle est historiquement que de la moitié de la Bretagne. Ce qui pose aussi des questions, parce que la langue historique de la Haute-Bretagne est le gallo, et on voit que le breton prend l'ascendant sur le gallo, qui du coup subit une double minorisation. Là, c'est la courbe des élèves scolarisés en filière bilingue. Donc, on est maintenant au-delà de 20 000 élèves qui sont dans les trois filières. On voit que ça commence dans les années 77. Et il y a une progression relativement constante depuis ces années-là. Un graphique qui m'intéresse parce que, historiquement, on était considéré comme très, très minoritaire. Et quand on arrivait, mettons, à l'inspection académique, c'est l'équivalent des conseils scolaires ici, je pense, on nous regardait un petit peu comme des hurluberlus. Et l'évolution faisant, on voit que dans le Finistère, par exemple, dans l'enseignement maternel, on atteint 10% des élèves qui sont scolarisés en filière bilingue. Donc ce n'est plus quelque chose qui est anecdotique, ça devient une réalité sociale. Et l'évolution fait que, même si sur l'ensemble de la Bretagne, on a 0,3% des lycéens qui sont scolarisés en breton, et 10% en maternelle dans le Finistère, c'est quelque chose qui est quand même à prendre en compte au niveau de l'éducation, de manière générale en Bretagne. Donc, le contexte actuel, donc la grande majorité des élèves ne sont socialisés en breton qu'à l'école, n'ont pas de pratique du breton en dehors de l'école. Donc, les deux systèmes d'enseignement, l'immersion totale dont je vous parlais tout à l'heure et l'immersion partielle, je vous ai déjà décrit. Donc, c'est un peu les repères que je voulais vous donner par rapport à la situation bretonne. Alors, les défis qui se dressent devant nous, le premier, c'est former suffisamment d'enseignants. Parce que vous avez vu tout à l'heure qu'il y a une coupure dans la transmission. Et donc, parmi les gens qui sont en âge de devenir enseignants, on a peu de britophones. Donc, la question est comment est-ce qu'on peut former des enseignants pour ouvrir toutes les classes. En fait, aujourd'hui, il y a des parents qui ne sont pas satisfaits parce qu'on ne peut pas ouvrir des classes là où on devrait le faire. Donc, le plus gros frein qu'on ait actuellement, c'est de former des enseignants. Limiter les déperditions d'élèves en cursus bilingue, parce que sur le nombre d'élèves qui sont inscrits en maternelle, il y en a certains qui arrêtent avant l'élémentaire, qui arrêtent avant le collège, et on est sur une pyramide qui est... parce que de fait, le collège est toujours plus loin, le lycée est toujours plus loin que ce qu'ils auraient dans l'enseignement francophone. Le collège est toujours plus proche de l'enseignement en français. Donc il y a des parents des enfants qui arrêtent leur scolarisation en cours de scolarisation en breton, en cours de scolarisation. Donc ça, c'est les deux premiers défis qui se dressent devant nous. Et le troisième, c'est celui qui m'intéresse moi plus particulièrement, c'est aider les élèves à dépasser le statut de bilingue scolaire pour devenir des locuteurs effectifs du breton.
Donc, travailler sur l'appropriation socio-linguistique du breton. Alors, moi, je me place dans un objectif de revernacularisation. C'est-à-dire que mon objectif, moi, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, c'est de faire en sorte que le breton retrouve une place sociale qu'il a perdue ces dernières années. Pour ça, je considère qu'une langue ayant une fonction communicative d'un côté et une fonction identitaire, je considérais comme réussi quand le breton aura cette fonction communicative et cette fonction identitaire pour les élèves. Ce n'est pas seulement l'une, ce n'est pas seulement l'autre. Fonction communicative seule, c'est ce qu'on peut, dans un enseignement d'anglais par exemple, où on cherche une fonction communicative, on ne cherche pas à ce qu'ils aient une identité d'anglophone. La fonction identitaire seule, c'est ce qu'on peut appeler les langues post-vernaculaires, comme je crois que c'est Chandler qui a développé ça sur le yiddish à New York, où les gens se retrouvent le dimanche après-midi pour parler yiddish. Et le fait de parler yiddish est plus important que ce qu'ils vont dire en yiddish. Est-ce que ce qu'on peut décrire comme une langue post-vernaculaire. Et pour nous, le challenge, c'est vraiment savoir si le breton va devenir une langue revernacularisée ou une langue post-vernaculaire. C'est vraiment là que se situe un grand défi pour nous. Donc l'école doit aider les élèves à une connaissance du breton, mais également à se l'approprier, en les aidant à considérer le breton comme leur langue et non comme la langue de l'école. Mais comment favoriser cette appropriation du breton chez les élèves? Et là, je peux vous dire que je me suis cassé la tête pendant longtemps, jusqu'à ce que je tombe sur... Ah non, pardon, excusez-moi, hop, je vais ménager mes effets. Par exemple, ici, on a, chez les élèves de CM2, ce qui correspondra à la 5e, le sentiment d'aisance en breton. On voit que les enfants ont plutôt un sentiment d'aisance en breton. Et si on leur demande, quand ils s'imaginent adultes, quelle langue je me vois parler avec mes amis, eh ben, on voit que c'est très, très à l'avantage du français. Ils ne se projettent pas du tout dans une utilisation du breton à l'âge adulte. Ce qui n'est pas étonnant, hein. Ils n'ont pas d'exemple autour d'eux, tant que ça, de gens qui sont locuteurs britophones adultes. Donc, ce n'est pas quelque chose que je considère comme dramatique, je considère comme normal, mais par contre, c'est intéressant de le regarder en face et de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Et donc, cette appropriation-là, je me demandais comment j'allais pouvoir la traiter. Je sais ce que je tombe sur un article qui s'appelait « Autodétermination du comportement langagier en milieu minoritaire, un modèle conceptuel » en 2005. Landry, Allard, Deveau et Bourgeois, qui a été pour moi une découverte très très importante parce qu'elle m'a permis de structurer toute ma recherche par la suite. Notamment parce qu'il y avait une distinction entre trois vécus possibles. Un vécu socialisant, j'y reviendrai, un vécu autonomisant, avec une importance forte donnée à la théorie de l'autodétermination, et un vécu conscientisé. Par rapport à cet article, il y avait quand même quelques adaptations à faire, notamment le fait que moi je travaille strictement sur le contexte scolaire, et que ce n'était pas forcément le cas, même si le contexte scolaire était évoqué dans l'article, mais surtout parce qu'en Bretagne, on n'a pas la communauté des britophones et la communauté des francophones. Tout le monde est francophone, et certains sont francophones et britophones. Là où ici, on a deux communautés qui peuvent apparaître comme distinctes. Alors, à partir de ça, j'ai essayé de proposer une modélisation, parce que le processus d'appropriation sociolinguistique me semblait tellement complexe que je ne voyais pas par quel côté commencer, et c'était la même chose pour les enseignants qui étaient en classe. Donc une modélisation, donc une simplification d'un processus complexe, quelque part pour comprendre le processus d'appropriation sociolinguistique d'une langue minoritaire apprise en contexte scolaire, et d'un autre côté, identifier des leviers didactiques, parce que moi je reste dans une posture, moi ce qui m'intéresse pragmatiquement, c'est de faire évoluer les pratiques en classe. Donc identifier les leviers didactiques qui pourraient permettre aux enseignants de soutenir ce processus d'appropriation du breton chez leurs élèves. Alors, je vais passer rapidement sur la méthodologie de ma recherche, mais en gros, j'ai fait 20 entretiens semi-directifs avec des élèves de 2 à 11 ans sur les représentations linguistiques, commençant par les élèves de 11 ans. Plein de choses à voir. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir à quel moment émerger les représentations linguistiques ou sociolinguistiques chez les élèves. Je suis descendu, puis quand je suis arrivé avec des élèves de 2 ans, mener un entretien semi-directif avec un élève de 2 ans, c'est assez compliqué. J'ai vu rapidement les limites de mais ça m'a permis quand même de voir qu'à partir de 7 ans, vraiment, les élèves commençaient à avoir des représentations sur les langues. Que pour eux, ils parlaient la langue que d'une région, par exemple. Oui, mais c'est la langue que d'une région. Et là, on se dit, ah oui, mais nous, on les appelle les langues régionales. Peut-être qu'il faudrait qu'on arrête de les appeler les langues régionales, parce qu'en fait, on se dit que ça n'a pas d'effet sur les élèves, mais ça en a un.
le gros de mon travail, c'était une étude quantitative par questionnaire. Donc, une grosse étude, 124 questions pour des élèves de CM2, avec un bon taux de réponse qui m'a permis de me dire que c'était assez représentatif de ce qui se passait dans les écoles. Puis une étude qualitative pour aller voir les enseignants, où j'ai fait des entretiens d'autoconfrontation avec 3 enseignants. Je les filmais le matin, l'après-midi, je me faisais un montage de ce qui m'intéressait. Et en fin de journée, je regardais ces films-là avec les enseignants qui arrêtaient quand ils voulaient, qui m'expliquaient ce qu'ils faisaient, pourquoi ils faisaient ces choses-là en classe. C'était très, très riche. On regarde l'écran ensemble et je nous filme en train de regarder le film. Oula. Ça va pas aller. Reste en bas. Peut-être que je vais essayer de sortir du plein écran. Oh. Allez voir peut-être. Une petite seconde, je vérifie juste moi sur mon document s'ils sont. Ah oui, si c'est mon document, je vais vérifier. Je vais une petite seconde, je vais juste ouvrir La version PowerPoint. la version PowerPoint. Il n'y a pas LibreOffice sur l'ordinateur. Hop, alors, eh ben, on va utiliser un subterfuge. Je ne sais pas si ça apparaît du coup en ligne. Oui. Eh bien, parfait. Tac. On la retrouve ici. OK. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Ça va. Alors, c'est ce modèle-là que j'appelle le modèle de l'appropriation sociolinguistique. C'est un modèle à 3 niveaux. Un niveau micro, un niveau méso et un niveau macro. Quelque part, ici, on a le comportement interactionnel des élèves en classe. C'est-à-dire, quelle langue ils parlent avec qui. Par exemple, avec l'enseignant. Ils vont lui parler en breton durant une séance en breton. Sur la cour de l'école, pour certaines écoles, les enfants vont parler en anglais. Ça y est, maintenant, je la situation, elle commence à déteindre sur moi. Sur la cour de l'école, ils peuvent parler en français ou en breton avec l'enseignant, ça dépend. Avec leurs camarades de classe, durant une activité en breton, certains élèves vont parler en breton entre eux, d'autres vont parler en français sur la cour de l'école, ils vont parler en français entre eux. Donc, le comportement interactionnel, il est tributaire de la situation. Il est très changeant et il dépend du contexte. La motivation. Non, j'ai plus longtemps pour commencer dans le traité. L'appropriation sociolinguistique, ça serait un peu au niveau identitaire, c'est-à-dire c'est la relation que j'ai avec la langue. C'est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain. L'identité, c'est quelque chose qui peut évoluer et qui évolue sur du temps long. Alors, comment est-ce qu'à l'école, on peut faire évoluer ce qui se passe sur le temps long, alors qu'on est dans le quotidien de la classe, on est sur du temps court. J'ai proposé de mettre en lien ces deux aspects par la motivation. La motivation, elle est plus évolutive que l'identité, mais elle est moins changeante que le contexte. On peut être motivé en début d'année, puis moins motivé en fin d'année. Donc, quelque chose qui est plus évolutif. Donc, ces 3 niveaux-là. Le comportement interactionnel quotidien, il dépend de la motivation de l'élève, mais aussi beaucoup des normes, parce que les normes qui vont être rencontrées dans une école ne vont pas être forcément celles qui vont être rencontrées dans d'autres écoles, j'y reviendrai par la suite. Mais elles dépendent aussi de la socialisation linguistique extrascolaire, c'est-à-dire les relations qu'ont les élèves avec le breton en dehors de l'école. Je le dis, ils ont peu de relations avec le breton en dehors de l'école, mais les enfants qui ont des relations avec le breton en dehors de l'école sont tous plus motivés, ont tous un comportement plus à l'avantage du breton, et sont tous dans une démarche d'appropriation sociolinguistique plus forte que leurs camarades. C'est vraiment un des éléments les plus forts, c'est que l'école peut faire quelque chose, mais que s'il n'y a pas un relais à la maison, quelquefois on travaille en vain. Donc ça, c'est le vécu socialisant, c'est-à-dire ce que peut apporter l'école. L'école, en inversant les déterminismes, peut offrir un vécu socialisant en breton aux élèves. Ici, on a le vécu autonomisant.
donc c'est la théorie de l'autodétermination, avec le sentiment d'autonomie, le sentiment de reliance et le sentiment de compétence, j'y reviendrai par la suite, qui alimente la motivation. Et enfin, ici, au niveau de l'appropriation, de ce que j'ai vu dans mon étude quantitative, c'est que ce sont les représentations sociolinguistiques qui influent le plus et directement par l'identité linguistique des élèves. Donc un modèle à 3 niveaux. Là, je vous donne la version après avoir fait des études de corrélation. C'est ça qui m'a permis de faire par rapport à mon étude quantitative. Donc si on regarde plus précisément la partie vécu socialisant. Et là, je vais jongler avec... non, ici. Non, ce n'est pas celui-là. C'est juste en haut. Ah, parfait. Donc, agir sur les normes. Donc, le vécu socialisant, c'est ce qui apparaissait dans l'article de 2005 dont je parlais tout à l'heure. C'est inverser les déterminismes, et ici, c'est dans le contexte scolaire. Bon, je vais essayer tout ça. Alors, agir sur les normes. J'ai interrogé les enseignants sur quelles étaient la normalité de leurs écoles, les normalités de leurs écoles. Par exemple, durant une leçon en breton avec l'enseignant, quelle langue parle l'élève à son enseignant? Quand ils sont en CM2, CM1, CM2, donc 4e, 5e. En gros, il apparaît que dans pratiquement toutes les écoles, il est tout à fait normal de parler en breton à son enseignant durant une leçon en breton. C'est plutôt rassurant. Sur la cour avec les autres élèves, la normalité de toutes les écoles, c'est que les élèves entre eux parlent français. D'autant plus que dans ces écoles-là, il y a des élèves francophones, seulement francophones sur la cour d'école. Donc c'est tout à fait normal que les élèves communiquent entre eux en français sur la cour d'école. En dehors de l'école avec les autres élèves, on retrouve le même genre de situation. Les élèves parlent surtout français entre eux en dehors de l'école. Là, ce qui va être plus intéressant pour nous, c'est d'autres situations, comme dans la cour avec l'enseignant. Et on voit que dans la cour avec l'enseignant, il y a des écoles où c'est normal que l'élève s'adresse en breton à l'enseignant, et il y a d'autres écoles où c'est normal qu'il s'adresse en français sur la cour avec l'enseignant. Et les enseignants n'ont aucune conscience de cette diversité. C'est-à-dire que ce qui se passe dans une école reste dans cette école. Les écoles fonctionnent un peu en silo. Et la normalité de chacun paraît très normale, quelque part. Et là, je me dis que s'il y a de telles différences entre les écoles, eh ben, on peut peut-être s'inspirer de ce qui se passe dans certaines où le comportement est à l'avantage du breton, pour faire en sorte que dans les autres écoles, eh ben, on ait un comportement linguistique sur la cour de l'école, plus à l'avantage du breton dans les interactions avec l'enseignant. Ici, c'est d'arriver en classe avec l'enseignant. C'est-à-dire que quand on fait la cantine le matin, quand on fait l'appel, il y a des écoles où ça se passe bien sûr en breton. Dans d'autres, ça dépend un petit peu. Il y a les règles sont peut-être moins strictes, où on est sur, parfois le comportement est plus à l'avantage du français. Donc là, de la même manière, si dans certaines écoles on peut le faire, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas généraliser ce comportement à toutes les écoles? Et enfin, ici, c'est durant les leçons en breton avec les autres élèves. Et là, c'est étonnant, parce que pour certains enseignants, c'est bien sûr qu'il faut les amener à parler en breton entre eux pendant les leçons en breton. Puis d'autres enseignants vont me dire « Ah oui, mais je leur laisse le choix, c'est quand même à eux de décider quelle langue ils veulent parler. » Donc on a des comportements qui sont très très différents d'une école à l'autre. Donc ici, j'y arrive. Donc les leviers identifiés pour améliorer le vécu socialisant, c'est généraliser les comportements les plus à l'avantage du breton dans les autres écoles. Et pour ce faire, le travail que j'ai un peu devant moi, c'est étudier comment certaines équipes enseignantes réussissent à mettre en place ces normes de comportement linguistique. Ça, c'est le travail qui est devant moi. Hop, ici, je reviens pas sur le schéma de base, mais j'arrive sur la partie centrale, sur la motivation. Alors, le vécu autonomisant, compenser les déterminismes, ce qu'on peut appeler de l'empowerment, donc basé sur la théorie d'autodétermination de Deci et Ryan, en simplifiant, notre motivation concernant un comportement est de plus en plus autodéterminée au fur et à mesure que 3 besoins de base sont satisfaits. Un sentiment de compétence, je me sens compétent dans ce que je fais, à bien distinguer la compétence réelle d'un sentiment de compétence, parce que
on peut se sentir compétent et ne pas forcément l'être, et à contrario, on peut être compétent et ne pas se sentir compétent. Et de la même manière, au niveau du sentiment de reliance, qui est de la manière dont on s'en sert dans la communauté qui concerne ce comportement, et le sentiment d'autonomie sur lequel je vais revenir tout de suite. Le chemin est passé. Alors, je vais venir très très rapidement, hein, mais c'est juste pour vous dire que ce continuum de détermination de Cyr et Ryan, en fait, il reflète typiquement le comportement que j'ai pu, moi, voir dans les classes durant mes 20 années de pratique. Une amotivation, donc en gros, je ne parle pas breton, je parle que français, donc c'est un manque d'intentionnalité, une résignation, une dévalorisation, absence de contrôle du comportement. Donc c'est-à-dire que ça n'a pas de sens pour moi, ou je ne me sens pas capable, ou je sens que ce n'est pas un comportement désirable, ou on me demande de parler breton, et je réponds en français. Régulation externe, donc on parle breton quand on me demande expressément de le faire, pour faire face à des pressions externes explicites. Donc, soit je parle breton pour obtenir une récompense, soit je parle breton pour éviter une punition. Et donc, selon la théorie de Cyr et Ryan, plus ces trois sentiments, ces trois besoins de base sont nourris, plus l'enfant, dans notre contexte, va vers une motivation de plus en plus autodéterminée. Après, ici, on n'est plus sur une demande explicite, on est sur une demande implicite. Ça reste toujours un comportement qui est externe à soi. On ne le fait pas pour soi, mais on le fait pour faire face à des pressions internes, pour éviter une culpabilité. Par exemple, dans le cas où la norme, le comportement normal, c'est de parler breton, et dans ce cas-là, je vais le faire parce que sinon, je me mets effectivement en dehors du groupe et je me mets en insécurité. Donc, les enfants qui parlent breton pour faire face à des pressions internes, pour éviter la culpabilité ou la honte, ou pour satisfaire des attentes sociales. Ensuite, on arrive sur les comportements qui sont autodéterminés, qu'on peut aussi voir chez des élèves. Je parle breton parce que ça a du sens, parce que c'est valable pour moi, parce que c'est relié à des buts importants. Et là, on est sur des motivations qui sont intéressantes, qui sont plus pour faire face à des pressions externes, mais qui sont autodéterminées. On est sur de l'appropriation. Ensuite, parce que je parle breton, parce que le parler breton est en parfaite harmonie avec mes valeurs. Ensuite, la motivation intrinsèque, qui est un petit peu différente et qui est plus fragile à mon goût, mais c'est pas peut-être pas revenir là-dessus aujourd'hui. Alors, comment agir pour améliorer la motivation? Je prendrai qu'un seul exemple ici, c'est améliorer le sentiment d'autonomie, qui revient à diminuer le sentiment de contrainte. Alors, les leviers que j'ai pu identifier ici, c'est déjà, tout à l'heure, on parlait de sentiment de compétence et de compétence. Je pense qu'il faut qu'on parle de contrainte effective et de sentiment de contrainte. De fait, tous les sentiments contraignants n'entraînent pas un sentiment de contrainte. Le matin, je me lève, je m'habille, parce que je fais face à une contrainte sociale forte, celle de s'habiller, parce que je ne vais pas sortir nu de chez moi. Mais je n'ai pas de sentiment de contrainte. C'est-à-dire que je ne me dis pas, oh mince, il faut encore que je m'habille. Non, c'est un comportement que j'ai intégré. C'est devenu un comportement normalisé. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment d'extrêmement important entre la contrainte effective et le sentiment de contrainte. Donc, normaliser les comportements. Donc, réussir à normaliser les comportements, ce dont je parlais à l'instant, pour éviter ce sentiment de contrainte. Il y a également la forme de l'injonction. Tu parlais à Ottawa de « parle français, s'il te plaît ». Eh bien, moi, si on me dit « Kommst breton, ik mag plich », c'est-à-dire « parle breton, s'il te plaît », si on me le dit sur ce tour-là, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de faire autre chose, et de partir. Et par contre, si on me dit « mais en début d'année, tu m'avais montré que tu parlais si bien breton. Oh, mais j'aimerais beaucoup que tu me parles breton. Allez, vas-y, s'il te plaît. » Peut-être que l'injonction ressentie, que la contrainte ressentie sera différente en fonction de la forme qu'on peut utiliser. Pourtant, le message a le même objectif. Vous voyez, la forme a une importance forte. On peut parfois compenser le sentiment de contrainte. La collègue qu'on voyait en photo tout à l'heure me disait qu'elle autorisait ses élèves à bavarder en classe si c'était en breton. Et là, elle a vu que tous les élèves commençaient à le faire et quelque part ont systématisé un comportement par la suite. Donc des fois, il y a des petits coups de baguette magique comme ça qui peuvent marcher. Ça peut aussi passer par des activités ludiques, par exemple. Ensuite, rechercher une adhésion avec un travail sur les représentations. Valoriser le comportement, notamment dans les classes multiniveaux. En Bretagne, nous avons
beaucoup de classes qui sont des classes à plusieurs niveaux. Par exemple, où les 3e, 4e et 5e années sont scolarisés ensemble dans la même classe. Et ce qu'on voit souvent, c'est que les 3e années, en arrivant dans la classe, voient les 5e années qui parlent breton, et pour eux, être grand, eh ben, ils lient le fait d'être grand au fait de parler breton. Et on voit que ça peut valoriser le comportement à l'avantage du breton. Et ensuite, donner le choix, c'est-à-dire responsabiliser les élèves dans leur pratique. Moi, quand j'étais enseignant, je faisais une discussion au début d'année disant que dans l'école où j'étais, il y avait une classe bilingue et une classe monolingue, et que si jamais ils n'étaient pas intéressés par ce qu'ils faisaient dans la classe bilingue, eh ben, ils pouvaient tout à fait aller dans la classe monolingue sans que ça me gêne, sans que ça m'embête, et c'était vraiment un choix à faire de leur part. Bon, c'était beaucoup plus étayé, c'était une grande discussion avec les élèves, mais quelque part, s'ils choisissaient de rester là, eh ben, ils affirmaient leur choix, et ça le confirmait par la suite. Dernièrement, représentation sociolinguistique, donc vécu conscientisant, travailler sur les représentations sociolinguistiques. Donc ici, on parle de comprendre les déterminismes linguistiques pour pouvoir y faire face. Ce que je constate, moi, c'est que les enfants commencent, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, commencent à avoir des représentations sur les langues à partir de 7 ans. Et que ça veut dire que si on ne les prend pas en compte, nous, dans le contexte scolaire, ça veut dire qu'ils vont se faire leurs propres représentations, qui des fois vont être très éloignées de ce qui se passe. C'est ce que j'ai pu constater. Et surtout, ce que je vois, c'est que leurs représentations sur le breton sont plutôt positives. Mais il y a vraiment 2 stéréotypes qui les influencent fortement. Le premier, c'est que chaque personne vient d'un pays et parle une langue. En Bretagne, les enfants pensent que les Canadiens parlent canadien. Ils viennent du Canada. Les Belges viennent de Belgique et parlent belge. C'est d'autant plus facile quand on est français de penser ça, parce que France, français, France. Et le deuxième stéréotype, c'est qu'on apprend les langues pour travailler ou pour voyager. Alors, le problème, c'est que dans ces conditions-là, pourquoi est-ce qu'on apprendrait le breton? Je passe. Là, on a l'exemple d'un élève, Nathan, en CE2, c'est-à-dire c'est l'équivalent de la 3e année. Je l'interview et je lui demande, alors, est-ce que c'est bien de parler plusieurs langues? Ah oui. Pourquoi alors? Si tu veux voyager quelque part et que tu ne sais pas parler, par exemple, je vais en Allemagne et tu ne sais pas parler allemand, eh ben, tu ne pourras pas faire ton voyage. Et pour le breton, alors? Ça, je sais. Nathan, il a 8 ans. C'est normal qu'il ne sache pas. Mais par contre, ça nous demande peut-être de nous intéresser à cette question-là. Et ce qu'on voit quand on interroge les enseignants, j'ai interrogé une enseignante à ce propos, pourquoi est-ce que... Parce que les enseignants sont réticents à parler des représentations, à évoquer les représentations, à dire pourquoi est-ce qu'il faut parler breton aux enfants. Et là, j'ai entendu une enseignante qui est une enseignante chevronnée, qui est vraiment une militante de la langue bretonne, et qui me dit il y a une certaine réticence à traiter du sens de l'expression en breton, une certaine peur que cette question ait un tenant politique. En tant qu'enseignant, on n'a pas envie de cette politisation. Ce que je disais, de ne pas faire du prosélytisme, de ne pas les manipuler. Peut-être qu'il y a une espèce d'autocensure sur ce débat-là. Mais c'est aussi parce qu'on est toujours en train d'essayer de se justifier. On a fait des choix, et nos choix, il faut tout le temps qu'on les justifie. Pourquoi tu parles breton? Tu peux parler français. Nous, on se justifie tellement à l'extérieur qu'en fait, on a été un peu échaudés. Et on voit que les enseignants sont insécurisés par rapport à cette question-là. Et que s'il n'y a pas une aide extérieure pour les sécuriser eux-mêmes, eh ben, ils ne traiteront pas du sens de l'expression en breton, et ils ne travailleront pas sur les représentations des élèves à l'école. Alors, levier pour ce 3e niveau, sur le niveau macro, sur le niveau de l'appropriation sociolinguistique. Tout d'abord, donner aux élèves et aux enseignants des connaissances historiques et sociolinguistiques sur le breton et ses relations, pardon pour le S, avec le français. Donc, leur donner des connaissances. Parce que l'histoire de Bretagne, on ne l'étudie pas en France. En France, on étudie l'histoire de France. Donc, l'outillage qui se fait au niveau historique pour les élèves, pour les enseignants, ils le font, ils doivent le faire eux-mêmes. Leur présenter aux élèves des locuteurs actifs qui explicitent leur choix, qui permet d'avoir une identification vis-à-vis de ces locuteurs-là. Tiens, lui, il parle breton pour cette raison-là. Moi, pourquoi est-ce que je parle breton? Et ces différents locuteurs, pourquoi est-ce qu'ils parlent breton? Ça donne différents éléments auxquels les élèves peuvent s'identifier, et ce que j'appelle moi une matrice narrative. Ils vont prendre tel morceau, tel morceau, tel morceau. Et finalement, avec tous les morceaux qu'ils auront à leur disposition, ils vont se faire, eux, une histoire avec la langue bretonne. Un autre élément, les biographies langagières, qui est d'écrire son histoire avec les langues, qui permet de conscientiser, en fait. Il y a une élève que j'avais interrogée qui me disait, mais moi, en fait,
ça fait 9 ans que je parle breton. Et là, en le disant, elle se rendait compte qu'elle avait une histoire avec cette langue-là, qui était beaucoup plus forte que celle à laquelle elle pensait. Donc, prendre conscience des relations avec la langue, et ensuite aider les élèves à adhérer au projet d'apprentissage d'expression dans la langue, donc favoriser la désirabilité de cette langue. C'est sur des choses qui concernent autant la société que l'école. En conclusion, donc je propose, moi, que l'objectif de la scolarisation en breton, ce soit son appropriation et pas seulement son apprentissage. Et je pense que c'est important de distinguer ces deux aspects-là. L'objectif du modèle d'appropriation socio-linguistique que je vous ai proposé avec un peu de difficulté technique, c'est d'aider à comprendre ce processus complexe, essayer de le simplifier. Il permet de faire des comparaisons entre les écoles et les élèves. Et il permet aussi d'identifier des leviers qui pourraient favoriser ce processus d'appropriation socio-linguistique. Mais bon, ces leviers, là, pour l'instant, ils sont que prospectifs. Ils demanderont un petit peu d'avancer dans le travail pour proposer des éléments plus pragmatiques. Merci, Bras Dior. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va poursuivre avec une période de questions. Donc, si vous avez des questions,